Ce qui m'est arrivé, c'est ça. Gustave Roussy, Institut universitaire contre le cancer. Entre 16 et 18 ans, j'ai été malade. Dégénérescence de tous les nerfs. Ça a commencé par des pertes de mémoire et puis en fait, mon état s'est dégradé très rapidement. Mon père, il dit, ok, on va préparer ses affaires. On l'hospitalise demain. Le médecin dit non, ce soir. Là, c'est grave. On soupçonne une leucémie. Cette année 2026, j'ai décidé de me remettre en forme et j'ai décidé de le faire en utilisant uniquement le pouvoir de mon cerveau. Je t'emmène dans mon aventure jour après jour et ensemble, on va voir les résultats que je peux obtenir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Isabelle Veg, thérapeute fertilité, coach de vie et relaxologue. Ça fait maintenant plus de 22 ans que j'accompagne les femmes, que je les aide à remettre leur vie sur les rails, que je les aide à atteindre leurs objectifs, à améliorer leurs relations de couple, à développer leur carrière. Et je suis plus spécifiquement connue parce que j'ai aidé des milliers de femmes et que je les aide encore aujourd'hui à dépasser la difficulté de conception. Et l'approche que je propose depuis 2004 et qui s'est vraiment installée dans les neurosciences en 2010, c'est une approche qui consiste à écouter des audios en dormant pour reprogrammer une zone du cerveau, le subconscient. Le subconscient, il est accessible lorsqu'on est en état proche d'un état de sommeil. On a les ondes θ qui nous permettent d'accéder à cette partie de notre cerveau. Et en 2010, après 4 ans de recherche avec des spécialistes, on a créé des audios pour justement accéder à cette fenêtre-là et favoriser la reprogrammation du subconscient en écoutant donc les fameux audios dont je te parle. Il suffit de les écouter chaque jour. Chaque audio s'écoute pendant une certaine durée, selon les objectifs qu'on veut atteindre et selon le cas de figure. Et je fais même des audios 100% personnalisés. L'intérêt de ces audios, c'est qu'ils s'écoutent vraiment en dormant. Même l'objectif, c'est qu'ils t'amènent dans un état qui ressemble à du sommeil et ils sont courts. 20 minutes, 25 minutes maxi. Généralement, on n'atteint pas 30 minutes par audio. Il suffit d'écouter un audio à la fois. Et ce qui m'a amené à décider sur cette année d'écouter mes propres audios, d'utiliser ma propre approche pour la mettre au service de ma propre santé, c'est une situation que j'ai vécue et qui était assez dramatique pour moi. Et ce qui m'amène à cette décision et à décider de partager ce que je vais mettre en œuvre cette année 2026, c'est que après avoir vraiment galéré, en 2025, après une certaine décision et une certaine chose que j'ai faite en 2024, tout a commencé à s'améliorer pour moi, mais bien au-delà de ce que je pensais possible et d'une manière ultra simple. Et surtout, j'ai eu des résultats rapides et des résultats qui collent totalement à mon identité et à tous les objectifs de vie que je veux. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu manifester en 2025, eh bien, j'ai réussi quasiment à tout manifester. Et je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à vous demander est-ce que la loi de manifestation, ça existe? Cette fameuse loi où on te dit, imagine ce que tu veux, concentre-toi dessus, ça va t'arriver. Et que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir essayé d'appliquer ce qu'on propose par rapport à cette loi de manifestation, à avoir acheté des bouquins, peut-être suivi des formations, suivi des séminaires, suivi des webinaires, sans avoir de résultats. Et j'étais pareil. Je trempe dans le développement personnel depuis mes 18 ans. Et il y a un moment de ma vie, après avoir appliqué les consignes d'une grande dame. Et vraiment, ce bouquin, pour moi, c'est mon livre de chevet et je mens pas. Je suis à Montréal alors que je vis à Paris normalement. Il m'accompagne. C'est Transformer votre vie de Louise L. Hay. J'ai tellement saigné ce bouquin que les pages se détachent. Et ce qui m'est arrivé, c'est ça. Gustave Roussy, Institut universitaire contre le cancer. Avant que je te parle de cette aventure de cancer, on va remettre le contexte. Ce bouquin-là, je le découvre parce que entre 16 et 18 ans, j'ai été malade. Dégénérescence de tous les nerfs. Ça a commencé par des pertes de mémoire et puis en fait, mon état s'est dégradé très rapidement et on va voir le médecin, on me fait un bilan sanguin, mes globules blancs explosent et le médecin dit à mes parents, là ça va pas du tout, vous allez l'hospitaliser. Alors mon père il dit, ok, on va préparer ses affaires et on l'hospitalise demain. Le médecin dit non, ce soir.
inflammatoire. Là, c'est grave. On soupçonne une leucémie. J'avais un camarade qui était mort de leucémie quand j'étais au collège. Là, j'ai mes 16 ans et je me dis, mais de quoi on parle? Je suis internée à Necker, à Paris, dans le service des enfants malades, mais j'ai 16 ans. Donc, je vais pas y rester bien longtemps et on me fait tout plein d'examens. Alors, moi, je suis internée à Necker, à Paris et mes parents habitent dans le 91. Mon père travaille dans le 91. Ma mère est mère au foyer et s'occupe de mes frères et sœurs. Donc, je suis seule à Necker. Et on me fait des examens hyper impressionnants pour mon âge. Ma vie a basculé. Et surtout, je me dégrade de jour en jour. Tout mon système nerveux se dégrade et donc je me retrouve un petit peu comme ce qu'on peut voir dans certaines maladies dégénératives. Tu ne peux plus faire les choses. Donc je pouvais plus marcher. Je pouvais utiliser mes bras mais je pouvais plus marcher. J'ai développé de la spasmophilie. C'était très impressionnant pour mes proches, mes parents et tout. Je me souviens à chaque fois que je faisais une crise de spasmophilie, ils étaient en larmes à se dire mais elle va mourir en fait. Pourtant la spasmophilie c'est plus impressionnant que vraiment grave. Mon cœur n'avait pas de problème en soi, mais tous mes nerfs dégénéraient. Et donc les médecins, ils me font des potentiels, ils me piquent des aiguilles, on me prend des tonnes de sang tous les jours, on m'amène faire des scanners et tout ça. J'ai détesté l'hôpital. Vraiment, j'ai détesté cette période. En plus, j'étais hospitalisée, tu vois, le vocabulaire, il trompe pas. J'étais hospitalisée avec les enfants malades et avec des grands malades. Donc, quand on attendait qu'on nous amène ou qu'on nous ramenait, etc., on sympathisait. Et à un moment donné, les personnes avec lesquelles je sympathisais, je redemandais de leurs nouvelles et puis on me disait, elle l'a pas fait, elle a pas réussi. Il a pas réussi. Et donc, je les voyais mourir les uns après les autres. Et je me demandais, ce sera quand mon tour? Parce que je sentais bien que mon corps y partait. On me transfère à la Salpêtrière, service neurologique, à Paris toujours. Et donc, là, on me parle du cerveau. Et ça me passionne. Mais c'est intéressant parce qu'ils étaient déjà sur quelque chose qui m'était potentiellement arrivé. Donc, ils m'ont demandé est-ce que j'ai eu un chagrin amoureux? Est-ce que j'avais trop de pression par rapport au contrôle, etc. Mais en fait, moi, l'école me manquait parce que j'étais assez studieuse. Alors, c'est vrai que au lycée, c'était beaucoup moins facile qu'avant. En primaire, j'étais une superbe élève. C'était plutôt... Mais ça n'a jamais été trop facile. J'ai toujours beaucoup travaillé. Ça a été toujours un petit peu laborieux. D'ailleurs, il y a une de mes profs qui avait dit à mes parents au collège, votre fille est bosseuse, votre fils est doué. Mon grand frère. Lui, c'était facile. Il faisait ses devoirs en 15 minutes. Moi, je faisais mes devoirs en 1h30. Voilà. Et donc, on m'a dit ça. Elle est travailleuse, votre fille. Votre fils, lui, il est doué. Et c'était la réalité. Donc j'aimais bosser en fait. Et donc être à l'hôpital là avec les enfants malades, non, c'était pas un échappatoire pour moi. Et quand on m'a amenée à la Salpêtrière, c'était pire parce que là j'étais avec les adultes et notamment j'étais dans la chambre d'une vieille dame qui toutes les nuits pensait que j'étais un cambrioleur. Moi je pouvais pas me lever de mon lit mais elle si, et toutes les nuits elle me tapait avec la perche à perfusion pour me chasser de sa maison. Et mon père, il était le seul à pouvoir venir me voir dans la semaine. Il venait me voir entre midi et 2. C'était un trajet infâme. Je me rends compte maintenant, c'était tellement lourd pour lui, le pauvre. Il venait le midi, il pleurait, il m'amenait des biscuits. Je te raconte ça parce que je me filme au jour le jour et je veux aussi faire des petites vidéos comme ça où je me pose et où je te parle d'un sujet précis. Et là, c'est l'introduction, donc je pose le décor complet, que tu comprennes bien ce qui m'est arrivé. Et le fait que mon père m'amène tous les jours les biscuits que j'aimais bien, tu verras, c'est pas sans conséquence sur ma vie. Et donc, il pleure, il dort, et puis après il repart. Donc, j'étais seule, sauf avec la visite de mon père qui venait pleurer. Et à un moment donné, c'était tellement lourd pour moi, tellement... Il me parlait de financièrement, parce qu'il cherchait des solutions dans le paramédical. Et à l'époque, le paramédical, il y en avait peu. J'avais 16 ans, je suis de 74, donc on était dans les années 90. Le paramédical, d'abord c'est contesté, et puis ensuite il y en a très très peu. Mais mon père il s'est battu, il demande aux proches, vous savez pas ce qu'on peut faire, et les médecins lui disent mais votre fille ça va pas le faire, là elle marche plus, il y a des jours elle se réveille, elle ne voit plus, elle risque de mourir, et si elle meurt pas elle finira handicapée. Mais on n'arrive pas à dire à mon père ce que j'ai. Donc mon père à un moment donné, je lui dis tu sais, tous les jours on me prend du sang, tous les jours on m'amène faire des examens, papa je suis épuisée, c'est Noël, je veux sortir.
Mon père accepte. Et on se rend compte que quand je suis à la maison, en fait, je vais quand même mieux, quoi. Ne serait-ce que moralement, psychologiquement, c'est mieux pour moi d'être à la maison. Déjà, je suis plus battue la nuit. Et puis, je retrouve une ambiance chaleureuse, d'être avec mes frères et sœurs. Sauf que je pèse. Je ne peux pas me lever pour aller aux toilettes. Donc, il faut me soutenir, etc. C'est très lourd pour mes proches. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je me suis dit, si je dois rester comme ça, autant que je crève. Et autant que je pèse plus sur ma famille. C'est tout le monde qui était condamné à cause de ma situation. Ma sœur pouvait pas sortir, il fallait qu'elle reste là pour aider ma mère. Bref, moi qui suis indépendante et autonome, et je te parle de 16 à 18 ans, donc ça a été très long. Après les vacances de Noël, où, entre parenthèses, il y a eu le feu dans le service dans lequel j'étais, donc je ne marchais pas. Il y a eu des morts. Heureusement que mon père m'a sorti. Donc déjà là, tu vois, il y a un petit peu sixième sens, un petit peu de... Je me souviens, on mangeait, on a entendu parler de l'incendie, on était là, on s'est tous regardés. Parce que les médecins, ils déconseillaient à mon père de me faire sortir. Bon, donc, on me ramène à l'hôpital après les fêtes, et là, je fais un premier arrêt cardiaque. Mon père, il dit, ça suffit, vous ne savez pas, vous ne trouvez pas, je demande à récupérer ma fille. Et là, mon père, il m'a récupéré, et il a commencé à m'amener chez plein de médecins paramédicaux avec autothérapie. Il m'a emmené chez des prêtres, il m'a amené chez des marabouts, il a tout fait. Et il y a des fois, je lui disais, ça m'a fait du bien, mais là, papa, là, non, là, t'abuses. Panique pas, m'amène pas n'importe où, etc. Du coup, il y a un monsieur qui travaillait, un magnétiseur, qui lui dit, c'est au niveau de sa moelle épinière et tout ça. On me fait une ponction de moelle épinière, on me ramène à l'hôpital et tout. Et là, il découvre effectivement qu'il y a le problème. Et voilà comment je vais petit à petit récupérer. En allant chez des paramédicaux, notamment avec les pierres. À chaque fois que je sortais de là-bas, il y avait une amélioration. Et les médecins qui me traitent. Mais ils disent, votre fille, elle pourra pas remarcher. Là, les nerfs ont été foutus, c'est foutu. Mon père, il dit, non, il y croit pas. Et moi, je dis, ben non. Parce que moi, j'avais prié, j'avais dit, ok, soit je meurs, soit je me remets complètement, mais il est hors des questions que je reste handicapée. Je refuse. Et mon père me fait confiance. Pourtant, on n'est pas d'une famille de loufoques. Mon père est chimiste et moi-même, j'étais dans une filière scientifique. J'ai eu un bac S. Et je me souviens que j'aimais particulièrement les sciences naturelles et surtout quand on étudiait le corps humain et le cerveau. Donc, on se met à lire, on se met à étudier les choses. Et tu sais, quand tu cherches des solutions par rapport au corps et quand tu as été scientifique, tu te souviens en fait qu'on t'apprend qu'il faut aller à la base du fonctionnement. C'est pas des trucs préétablis, pas des protocoles. Non, nous on n'est pas dans le protocole, on était dans ok, qu'est-ce qui peut bien se passer? Pourquoi tes nerfs ils se mettent à dégénérer? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer ça? On a vraiment été dans cette démarche, moi et mes parents. Et il faut dire que cette démarche, en fait, on l'a toujours. Ils me l'ont enseigné et on l'a tous eu. J'ai eu un cancer du sein grave, détecté trop tard et avec pronostic vital engagé. Je suis toujours là, 6 ans après. J'ai eu une rémission que les médecins eux-mêmes ont qualifiée de chanceuse. Mon père a eu un cancer de la prostate, ma mère a eu un lymphome et ça c'était pendant que moi aussi j'étais malade. Donc j'ai eu le cancer, ensuite on a détecté le cancer de ma mère, puis le cancer de mon père, c'est-à-dire qu'on a eu le cancer tous les trois quasiment en même temps. Et avec la démarche que nous avons, pourtant, ils sont vieux, ils ont d'autres pathologies. Mon père fait de l'hypertension. Ma mère a été... on l'a toujours considérée chez nous comme étant quand même dans un état de santé fragile. Elle s'en est remise, elle aussi. Nous sommes tous les trois en rémission. Et je crois qu'entre ce que j'ai vécu entre mes 16 et 18 ans, le fait que quand j'ai essayé d'avoir un bébé, je faisais des fausses couches, mais que je m'en sois remise et que je sois aujourd'hui à réussir à avoir mes 2 enfants, alors que les médecins me disaient, par rapport à ce que vous avez vécu entre vos 16 et vos 18 ans, faut pas s'étonner que vous réussissiez pas à avoir un bébé. On peut pas tout demander à votre corps. Déjà, les médecins ont été étonnés de me voir remarcher. Ils ont été étonnés de me voir reprendre mes études scientifiques. J'ai eu mon bac S. J'ai eu besoin de me reprendre à 2 fois parce que j'avais effectivement des petites séquelles au début, des difficultés à travailler, des difficultés à réviser. Mais ensuite, j'ai été à la fac et j'ai fait des maths appliquées aux sciences sociales. J'ai appris les statistiques, j'ai fait de l'économétrie. J'ai continué donc à faire des maths, j'ai fait de la programmation Pascal.
Et finalement, de fil en aiguille, je suis devenue directrice marketing parce que j'ai pris des petits boulots dans lesquels j'ai progressé. Ce que je te disais, c'est que ce bouquin, il a transformé ma vie. Son titre est vraiment réel. Parce que quand je suis sortie de la maladie et que j'ai été à la fac, je pouvais pas rester chez mes parents parce que j'étais loin de ma fac. Les trajets m'auraient flingué. J'étais dans un état de récupération. Donc je fatiguais vite. Et j'avais décidé de poursuivre le cursus que je voulais poursuivre. J'avais envie de devenir médecin, mais là j'ai compris quand même que bon, ça serait pas raisonnable. Mais voilà, j'ai dit allez, je vais aller à Tolbiac, ça va être bien et tout. Donc j'y vais, mais il faut que je me rapproche. Et mes parents me disent on peut pas te payer une chambre universitaire, c'est impossible pour nous. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de prendre un boulot en plus de mes études alors que je sors de maladie. Et je le fais. Je tiens bon, je travaille pour manger, pour payer ma chambre universitaire. Et grâce à ça, je commence à lire ce livre, ce qui n'est pas un livre, c'est un cahier pratique. Déjà, il y a tout le dictionnaire du corps où elle explique que, en fait, ce qui est matérialisé comme maladie dans notre corps, c'est un message que notre corps nous envoie. Ça me permet de passer d'un état où j'ai des séquelles à travailler sur moi et revenir à une santé parfaite. Ça me permet de reprendre même le sport. Ça me permet aussi de matérialiser les choses. C'est là où j'ai vraiment connu la matérialisation. Donc j'avais 18 ans, on était en 92, 93. À mes 18 ans, je découvre le bouquin, je le lis au début, je l'applique pas. Mais à mes 23 ans, là, tout le monde monte de grade, pas moi et tout ça. Ma vie est un peu poussive. Je commence donc à appliquer chapitre après chapitre, quasi religieusement. Et là, je décroche un boulot où on me met responsable à mon jeune âge. Je suis super bien payée, mieux payée que d'autres plus anciens que moi. Mes études, tout fonctionne bien. Je perds du poids parce que après la maladie, si tu te souviens bien, je disais que mon papa, quand il venait me rendre visite à l'hôpital, il m'amenait des gâteaux. Alors déjà que mon père, il nous faisait toujours plaisir à la maison. On mangeait des crêpes, des beignets, des croque-monsieur régulièrement. On était 5 et mes parents gagnaient pas beaucoup de sous. Donc comme beaucoup de familles un petit peu limitées en sous, on mange des choses qui nourrissent, donc souvent à base de féculents. On mangeait aussi des légumes, on essayait de bien manger le week-end. Mes parents nous inscriraient à la cantine, mais on mangeait des choses qu'on n'aimait pas. Donc en fait, notre alimentation n'a pas été hyper équilibrée. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais de ce point de vue-là, ça n'a pas été hyper équilibré. Donc en plus, moi je tombe malade. J'aimais déjà le sucre à l'époque. Je tombe malade et mon père, tous les midis, il me ramène des gâteaux. Quand il part, c'est quoi? C'est ma consolation. C'est le truc qui me rattache à la maison. Je sais qu'eux, ils sont en train de manger des bons plats, des ceci, des cela. Et moi, les gâteaux, c'est l'amour de mes parents, l'amour de ma famille. Donc, sans qu'on s'en rende compte, je bascule dans un désordre alimentaire. On en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Du coup, pourquoi je te parlais de ça? Parce que je sors de la maladie, mais j'ai énormément de surpoids parce que j'ai mangé beaucoup de gâteaux. Je sors de la maladie avec 110 kilos. Retiens ce chiffre de 110 kilos parce qu'on en reparlera. On en reparlera pour parler des mémoires du cerveau. Donc, quand je mets ça en application, je perds tout mon poids. Je reprends du sport et je redeviens athlète comme je l'étais au lycée. Vraiment, je suis revenue dans une forme à tel point que j'avais revu un ancien pote qui m'avait connu dans les années où j'étais ronde et que je lui ai donné rendez-vous dans Paris et il m'a pas reconnu. Il m'a dit mais il t'est arrivé quoi? Ce bouquin m'a permis de devenir la femme que j'avais toujours rêvé d'être et de me remettre totalement. Donc, c'est ma première expérience du fait que si tu muscles ton mental, mais là, c'était que à la force de la volonté. Si tu muscles ton mental, ta santé s'améliore. Quand j'ai été revoir dans cette forme-là, les médecins, ils ont dit, mais c'est qui? Oui, vous vous souvenez, je suis tel patient, nanana. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais moi-même, à cette période-là, je dois dire que j'ai atteint une forme physique qui était incroyable. Mais c'était pas juste la forme physique, c'était la forme et les formes. Je me faisais draguer de partout. Même, je me souviens, mon propre frère que j'avais fait rentrer, comme j'étais responsable, il avait bossé pour moi. Il était musicien et puis il était dans la musique. Il me disait, ouais, j'ai besoin d'un petit boulot. Il me disait, mais j'en ai marre. À chaque fois que tu viens sur le plateau, les mecs, ils font des commentaires sur ton cul, sur ton machin. Donc, franchement, j'étais comme j'avais toujours rêvé d'être parce que depuis toute petite quand même, comme j'aime bien la nourriture, j'étais souvent plutôt boulotte et ça me dérangeait quand même. Et puis à l'époque, j'avais un problème avec ça. Nos modèles, c'était les top modèles. Bon bref, on va pas parler de ça maintenant. Donc on en arrive là, j'applique ça. Et j'ai le boulot de mes rêves, le corps de mes rêves. Moi qui étais petite boulotte, qu'on n'aimait pas, tous les mecs me courent après. Et j'ai les sous de mes rêves. Il reste plus que le logement. J'attire, pour une fois dans ma vie, un homme qui m'a plu aussi.
le père de mes enfants. Et c'était magique. Tout ce que j'ai voulu attirer, je l'ai manifesté. Mais derrière ça, je me suis mise en couple et puis du coup, j'ai plus trop appliqué parce que ça demande quand même de passer beaucoup de temps. C'est des rituels que j'ai vraiment poussés parce que moi, j'ai beaucoup de freins et je vais avoir donc des difficultés pour devenir maman et ça me reste en tête. Mais je peux plus l'appliquer de la même façon, plus toute seule. Il y a mon mari aussi qui est là et tout, donc c'est compliqué. Et la fertilité, c'est particulier, vraiment. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Donc là, je cherche des solutions. J'en trouve pas rapidement. Je mets 2 ans à galérer, fausse couche sur fausse couche. Madame, vous êtes un tombeau à bébé, arrêtez d'essayer d'avoir un bébé. J'en prends des vertes et des pas mûres. On m'accuse, c'est parce que je fais ci, c'est parce que je travaille trop, c'est parce que. Bref, les médecins me disent, mais vous avez été malade, pourquoi vous pensez que vous allez réussir à avoir un enfant? Déjà, vous avez de la chance de ne pas avoir de séquelles. Et là, je tombe sur Adeline Damise et Pascal Breton, les 2 spécialistes qui bossaient aux États-Unis et qui étaient venus en France parce que elles avaient une approche de l'aide à la conception de la fertilité qui était différente. Pourtant, il y en a une qui est gynécologue, l'autre qui est psychanalyste. Et donc, les 2 ensemble, elles disent, il y a pas mal de tests qui se font comme ça dans les universités, des tests qui montrent aussi que même des couples qui ont beaucoup d'enfants, quand on leur fait des examens de fertilité, on se rend compte qu'ils peuvent avoir des troubles en fait, mais que parce qu'ils n'en avaient pas conscience, ça n'a pas posé problème sur la capacité à avoir des enfants. Donc elles viennent en disant, on ne devrait pas partir uniquement de ce que le corps nous montre, mais on devrait partir de aussi ce qui se passe dans la tête. Et elles proposent une approche, sauf que les médecins n'adhèrent pas. Pour changer les approches en France, tu sais que c'est compliqué. Donc, elles repartent bredouille, mais moi je les croise lors d'un examen dans la salle d'attente. Et comme elles ont fait avec d'autres femmes, parce qu'elles voulaient tester, est-ce que ça marche dans la francophonie aussi? Elles m'ont proposé de m'accompagner. Elles m'ont accompagnée pendant 1 an. Et suite à ces 1 an de réalignement avec elles, j'ai eu ma fille. Je suis tombée enceinte de ma fille et derrière, j'ai eu mon fils, bébé surprise. En plus, je n'ai plus jamais fait de fausse couche. Je peux te dire que entre ce que j'avais vécu à mes 16 ans et ce que j'avais vécu là avec elle, ça a fait un écho incroyable et c'est là où j'ai décidé que ok, il faut qu'on exploite le cerveau en fait. Parce qu'elles m'ont fait bosser le cerveau pour que mon corps aille dans la bonne direction. Parce que Louise, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres aussi dans la francophonie, d'autres courants où on te dit que la maladie, le mal a dit, la maladie, comme on dit, c'est une expression d'un message du corps. Et que si on tient aussi compte de cela, plutôt que de traiter que par la médecine traditionnelle, comme on la connaît, on peut aller plus loin dans la guérison. Je peux te dire que quand j'ai eu un cancer du sein, détecté tardivement, très agressif. J'avais une boule dans le sein et elle est passée à la taille d'une balle de ping-pong en quelques jours. Elle a fait des métastases. Donc, les médecins me disent là, on est très inquiets. Il y a cancer du sein et cancer du sein. Il y a des cancers du sein, on opère, on fait. Mais vous, on va même pas prendre le temps d'opérer tout ça. Chimio tout de suite. Il faut absolument tuer le cancer maintenant. On le fait d'abord. Donc, j'ai pas eu les choses dans l'ordre normal. C'est aussi pour ça que j'ai perdu mon sein finalement. 6 mois de chimio, maximum du dosage. Du coup, moi, pendant que les médecins faisaient ça, moi, j'ai travaillé. Alors, pas avec ce livre-là, plus avec ce livre-là, parce que je l'ai tellement séché depuis mes 18 ans. Mais j'ai travaillé à chercher qu'est-ce que ce cancer voulait dire, quelle pouvait être l'origine. Je sais que le sein droit, c'est la colère contre les hommes. Et je raconterai dans une autre vidéo, comme moi, en fait, j'ai un problème de positionnement par rapport aux hommes, par rapport à l'autorité des hommes, mais même pas tant par rapport à l'autorité des hommes. J'ai toujours été consciente depuis toute petite du fait que les hommes avaient de l'espace, du temps, et que la vie des femmes était beaucoup trop compliquée par rapport à celle des hommes. Alors, parce que quoi, je voyais mon papa travailler, c'est vrai qu'il travaillait dur, mon père, il a toujours travaillé dur, il a eu 2 boulots, il a toujours bossé, je peux pas dire le contraire, mais à la maison, ce que je le voyais, c'est qu'il se posait et regardait la télé pendant que ma mère, elle bossait. Quand on avait des réceptions, il bossait aussi, mon père, mais je voyais la pression qu'il y avait sur ma mère. Quand on avait des fêtes, des mariages, je voyais la pression qu'il y avait sur les femmes et les hommes qui riaient au salon. Et en fait, le truc de l'homme est censé bosser, et chez certains, oui, ils bossent beaucoup, et puis chez d'autres, j'ai trouvé quand même que la répartition des choses n'était pas tout à fait juste. En fait, je crois que j'étais dans une énergie, pour faire court, beaucoup plus masculine que féminine. J'ai appris à devenir femme et ça a toujours créé un conflit chez moi. C'est-à-dire, je regardais les mecs en me disant ils ont de la chance. Quand je voyais les mecs faire leur sport et se taper, j'avais envie d'en être.
Mais j'étais une fille. Il fallait que je sois de côté, il fallait que je me comporte autrement et tout. Donc, j'ai toujours eu un conflit avec les hommes. Et encore plus quand je suis devenue mère, parce que j'étais à mon compte, donc puisque j'ai commencé moi, après être devenue maman, en 2004, c'est là où j'ai tout lâché, directrice marketing, etc. Et j'ai décidé d'aider les autres femmes. D'abord dans une association. J'étais pas toute seule, on était à plusieurs. Et puis, à partir de 2008, j'investis moi, personnellement, toute seule, dans la recherche pour créer des audios. J'ai une vision de là où il faut amener cette approche. Les autres s'essoufflent, donc je prends tout à ma charge. J'investis dans la recherche et je dis, moi, je veux faire des audios que les femmes, elles vont pouvoir écouter en se laissant aller parce que les essais de bébé, c'est suffisamment compliqué. Il faut couper le cerveau et aller directement dans les zones du cerveau qui vont pouvoir aller amener un changement dans le corps. C'est comme ça qu'en 2010 sortent des audios qui permettent de réaligner, de remodeler, de rééquilibrer, de reprogrammer le subconscient. Et alors, je te fais toute cette rétrospective pour que tu te rends compte que moi, j'ai vécu des choses dans mon corps. Par exemple, au moment du cancer, j'ai pas choisi de n'écouter que mes audios. Et là, moi, je suis pas sur une approche où je dis, c'est mon approche ou c'est la médecine. Non, pas du tout, pas du tout. Ce que je recommande, c'est nous, on doit se prendre en charge quand notre corps va pas bien et on doit aider notre corps à faire en sorte que notre fonctionnement de base qui nous permet d'être à l'équilibre et en bonne santé, on va le booster. On va aider notre corps à éliminer les choses ou à se rééquilibrer, à trouver le moyen de cadrer les choses qui l'embêtent et qui l'ont empêché de rester à l'équilibre. Et les médecins, eux, ils vont faire leur part. Donc, les médecins faisaient leur part et je les laissais faire leur part et moi, je m'occupais de ma part. Ma part était de pas avoir peur de mourir, d'adapter mon quotidien. J'ai continué à accompagner les femmes. Je travaille beaucoup dans mon accompagnement. Je fais des suivis personnalisés avec chaque personne qui vient vers moi. Donc, oui, il y a beaucoup de travail. Mais je fais aussi des audios 100% personnalisés qui me prennent beaucoup de temps, d'énergie. C'est vraiment un gros investissement de faire ça. Mais mon approche, c'est aussi ce qui permet qu'elle apporte plus de 90% de taux de réussite et de satisfaction chez mes accompagnés. Donc du coup, j'ai refusé d'arrêter tout ça. Je savais qu'il fallait pas que le cancer me vole mon activité. C'est ma mission de vie, ça me nourrit aussi. Ça me permet de me dépasser et de pas m'apitoyer sur mon sort. Donc j'ai continué, même si les médecins n'étaient pas d'accord. On a été vers la rémission. C'est vrai que je me suis pas rendu compte à quel point c'était dur, mais vraiment dur. Et du coup, ma rémission ne se passe pas comme prévu. J'ai laissé beaucoup d'énergie et donc c'est une rémission en dents de scie. Et c'est là où, de 2020 à 2024, je galère. Et où mon corps, ayant subi tous ces soins, chimiothérapie, rayons, opérations à 2 reprises, j'ai eu un abcès, on m'avait mis une prothèse interne, ça s'est infecté et tout. Ça a été compliqué. Finalement, je sors du cancer avec une hypothyroïdie, du surpoids, des problèmes de tension, le cœur qui se fatigue. C'est déjà pas mal. Et ouais, je respire mal. Enfin, je suis pas en forme, vraiment. Mais je continue à travailler. Là encore, les médecins me disent, il va peut-être falloir que vous vous arrêtiez. Il y a plein de personnes qui travaillent pendant leurs soins, mais elles s'arrêtent après. Enfin, elles sont en mi-temps thérapeutique et tout ça. Vous êtes à 100%. Vous travaillez 12 heures par jour, c'est pas possible, etc. J'entends ce qu'ils me disent. Mais j'essaye des choses. Sophro, naturo, tout ça. Des fois, je me repose pendant un mois complet et tout. J'essaye des choses. Il y a des petites périodes avec des petites améliorations et bam, rechute. Bam, rechute. En 2024, j'ai dit, ça suffit. Stop. Tout ce que je faisais avant pour aller bien, pour aller mieux ou pour guérir, ça ne marche plus. Il va falloir, je pense, que je m'applique à moi-même ma propre approche. En 2024, je décide donc d'écouter mes propres audios. Je me fais des audios. Pourtant, j'écoutais des audios tout le reste du temps. J'écoutais des audios de confrères, des audios du YouTube, des choses. Rien n'a marché sur moi. Donc, j'ai dit, ok, je vais me faire mes audios parce que je vois les résultats de mes accompagnés. Il y a des trucs oufissimes. Il y en a une, elle écoute des audios pour la fertilité. Elle a des problèmes avec ses lunettes, elle va chez son ophtalmo et son ophtalmo lui dit « Mais vous n'êtes plus myope, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait 10 ans que je vous suis, que vous êtes myope et là maintenant vous avez 10 sur 10 aux 2 yeux. » Il y en a une autre, je lui fais des audios, elle a récupéré de l'ouïe, elle avait un appareil auditif et elle me dit « J'entendais trop fort. » Et en fait elle a récupéré 6 points, mais on lui avait dit que ça allait se dégrader, elle a récupéré 6 points. Donc en fait, je vois mes accompagnés, mais c'est pas juste une parmi 1000. Non, c'est des choses incroyables qui se passent. Alors qu'elles arrêtent
de faire tout plein de choses. Elles arrêtent de prendre des compléments, de faire... En fait, elles arrêtent de s'agiter. Elles arrêtent de faire pour faire. Elles font confiance à ce qui se passe à l'intérieur et elles laissent leur subconscient les guider. Et elles ont des meilleurs résultats qu'avant. Et donc, j'ai dit, ok, 2024, je vais écouter mes audios et je vais arrêter tout. J'arrête le sport, j'arrête de décider de manger ceci ou cela, de vouloir faire tel ou tel régime. J'arrête tout, j'écoute mes audios, je travaille, je me repose et c'est tout. Sur cette année 2024, l'hypothyroïdie s'aggrave. Je prends 20 kilos de plus, donc j'arrive à 110 kilos. 110. Tu te souviens? J'ai déjà parlé de 110 après la maladie que j'ai eue à 16 ans. Quand j'ai recommencé à marcher, on me pèse, j'étais à 110 kilos. C'est assez intéressant que mon corps soit reparti à 110 kilos. Comme s'il y avait une mémoire et que, ok, quand on guérit, on est à 110 kilos. Je me souviens quand j'ai vu 110 sur la balance, j'ai fait wow, j'ai eu l'impression d'être ramené en arrière. Du coup, c'est un chiffre qui m'a fait déclic, mais j'ai décidé de rien faire, d'écouter mes audios et de laisser mon subconscient faire. On arrive en 2025. Je suis dans cet état catastrophique. Je me souviens, je peux même pas fêter les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça. Je suis mal. Quand je dors, je commence à faire de l'apnée du sommeil. J'ai des ronflements. On dirait que je vais mourir. Les gens me regardent dormir comme ça. Tout le monde s'inquiète pour moi. Début janvier 2025. Les choses changent. Je vais à Birmingham, j'ai un mal fou à marcher, mais je sens qu'il y a un vent de changement. Avril 2025, je vais en Suisse et là je suis capable de faire des randonnées et je sens que mon énergie revient. Vraiment. Tout le monde est encore inquiet. D'ailleurs, pendant tout le trajet, ma fille, elle était là, fais attention de ne pas tomber dans les montagnes, fais attention. Elle était toujours, fais attention, t'es sûr que tu vas pouvoir conduire jusqu'en Suisse et tout ça. Tout le monde avait peur. Je me rendais pas compte à quel point j'allais pas bien. Donc j'étais là, je sais ce que je fais quand même, je sais. Bah ouais, mais ils avaient peur pour moi. Je vais un petit peu mieux, j'ai encore beaucoup de poids. Arrive l'été, juillet 2025. Je ressens depuis avril que je dois aller en Thaïlande. Mais vraiment, une envie forte d'aller en Thaïlande, j'y avais jamais pensé avant. Donc je passe mon temps à regarder des vidéos sur YouTube de la Thaïlande, et ce pays m'appelle. Je réussis à tout mettre en œuvre parce que oui, j'ai aussi changé ma façon de travailler. Avant le cancer, j'avais toutes les femmes qui décidaient de suivre mon approche, je les avais au téléphone une fois par mois. Donc en fait, comme j'accompagnais beaucoup de femmes, eh bien toutes mes journées du lundi au vendredi, j'étais au téléphone de midi à 19h, 20h, tous les jours. En fait, c'était un petit peu comme les médecins, en consultation tout le temps. Et le week-end, je faisais les audios personnalisés, je bossais sur le site, etc. Donc là, avec le cancer, c'était plus possible. J'ai investi à nouveau pour qu'on m'apprenne à accompagner en masse de groupes et j'ai tout mis en œuvre pour garder la même efficacité. C'est même encore plus efficace maintenant. C'est incroyable. Ça m'a demandé énormément de travail. Ça a été très difficile. Donc ça explique aussi qu'entre 2020 et 2024, je sois aussi épuisée. C'est que j'ai complètement revu mon modèle. Si tu as déjà fait ça, pendant que tu accompagnes des personnes, tu revois complètement ton modèle, eh ben crois-moi, c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. En 2025, on arrive en juillet en Thaïlande. Et là, pendant les 3 semaines du séjour en Thaïlande, entre la nourriture là-bas, l'espace que j'ai eu pour bouger, parce que c'était quand même les vacances, et les massages, je reviens de Thaïlande, je suis délestée de 20 kilos en 3 semaines. Je veux dire, il m'arrivait de perdre 2-3 kilos en un mois, mais alors, moi, perdre 20 kilos en 3 semaines, ça n'existe pas. Je continue à écouter mes audios, d'accord ? Les audios que je me suis fait en 2024, je continue à les écouter. Bon, j'ai pas pratiqué de manière optimale parce que j'avais pas le temps de m'occuper que de moi. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je m'étais fait genre 4 audios et je tournais en boucle avec mes 4 audios depuis 2024 que j'ai continué à écouter en 2025. Donc ce dont je te parle là, c'est même pas en ayant pratiqué de manière optimale. Mais je perds 20 kilos. Et entre août et décembre, je ne reprends pas. Et surtout, je ne fais plus l'effet yo-yo qui consiste à reprendre plus que là où tu étais au début. Donc, je reste vraiment à ce point d'équilibre. Novembre 2025, ma fille, en fait, elle a voulu venir faire ses études à Montréal. Les choses se mettant en place et moi travaillant à distance et différemment, je dis je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Moi aussi, j'ai envie de vivre l'expérience montréalaise et on va se mettre dans un cadre, dans un condo pour pouvoir bien bosser, pour qu'il y ait une salle de sport, pour que je continue à me remettre en forme, piscine et tout ça. Continuer à me faire du bien pendant que je travaille pour continuer à aller mieux. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Là, je suis à Montréal. On est présentement dans le condo qu'on a choisi. Pour l'instant, on est là pour 1 an dans ce condo. Il y a piscine, il y a salle de sport, il y a sauna, il y a jacuzzi. Bon,
Pour l'instant, on n'a pas encore utilisé les installations hydriques, je dirais. Pour l'instant, on a utilisé que la salle de sport. Il y a des bureaux, il y a une salle de podcast, il y a tout pour que je continue à communiquer et que justement, je voulais développer ma communication, ce que je suis en train de faire en ce moment même en te faisant cette vidéo. Elle est peut-être un petit peu longue, mais c'est super important de poser le décor parce que tu vas voir ce que je te partage, c'est ma vie, mais avec les hauts et les bas, avec les challenges du quotidien. Et ce que je veux avec cette série de vidéos, c'est pas avoir un « regarde, j'étais comme ça » et regarde comment je suis devenue. Parce que une chose est certaine, j'ai recommencé à écouter mes audios là depuis début février. Donc on est arrivé 2 novembre, on est fin février maintenant. Non, j'enregistre cette vidéo quasiment, on est le 1er mars. Et je me suis filmée depuis janvier, j'ai filmé plusieurs moments où je me débattais. Tu vas voir qu'à partir du moment où j'ai repris l'écoute des audios, il y a un changement. De toutes les façons, je te préciserai tout ça. Et donc, c'est super intéressant. Et j'ai pas envie de te dire, regarde, j'ai écouté mes audios, regarde comment j'étais avant, regarde comment je suis maintenant. Parce que dans tous ces avant-après, les personnes ne montrent pas le processus de transformation. C'est pas parce que mes audios sont efficaces qu'il n'y a pas un processus de transformation délicat. C'est pas vrai ça. Et en plus comme ça, si toi tu écoutes mes audios, si tu es dans une démarche toi aussi de vouloir transformer des choses dans ta vie, eh bien tu vas voir ce par quoi je passe et tu vas voir ce qui est normal chez toi ou ce qui te semblera moins normal. Ça va te permettre de me faire des retours qui vont être plus ajustés ou de me dire je suis comme toi ou je suis pas comme toi, moi j'arrive pas à faire ça comme toi. Ça va vraiment t'aider à aller plus loin dans les retours que tu vas me faire et tu vas mieux progresser. La deuxième raison, c'est pour de la motivation. Et ensuite, c'est parce que je veux un petit peu apporter ma touche au débat. Est-ce que la loi de manifestation, ça marche? Est-ce que ça marche pas? Il y a des personnes qui viennent et qui te disent, ouais, j'ai eu ci, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Moi, je veux te le partager. Je veux que tu le vois. Par exemple, mes accompagnés qui étaient avec moi, qui m'ont vu en 2020 ou en 2021 ou en 2022, 2023, elles m'ont entendu dire, j'irai en Thaïlande. Et elles m'ont vu faire des coachings en Thaïlande. Elles m'ont entendu dire, ma fille, elle ira faire ses études à Montréal. Et je sais que dans mes proches, par exemple, comme souvent, j'avais des projets, ça marchait pas. Mes proches, quand je leur disais que ma fille, elle va venir faire ses études, tout le monde nous regardait un petit peu. Vous y allez plus parce que j'étais pas agitée, tu sais. Loi de manifestation, elle va aller à Montréal, les choses vont se mettre en place pour ça. Et les gens me voyaient pas faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Ça s'est mis en place, tranquille. Et elle est venue et tout se passe bien. Et on vit exactement dans le logement. Il coche toutes les cases. On voulait qu'il soit assez grand, assez spacieux pour nous deux, que chacune ait sa chambre. Moi, je voulais pouvoir mettre mon bureau dans ma chambre. Elle a son bureau à l'extérieur. On voulait des lieux pour travailler dans l'immeuble. On les a. On voulait la salle de sport, mais une belle salle de sport. On a une bête de salle de sport. On voulait une piscine. On a une piscine intérieure. Et quand il fera beau, on a une piscine extérieure. On a des barbecues sur la terrasse. Bref, on est bien placé. On est à 5 minutes du métro. On est dans un beau quartier. Franchement, on a toutes les cases. Et on voulait sécuriser. On a une réception H24. Il y a quelqu'un à la réception. Ça, je peux te dire que on l'a manifesté. On regardait, on disait non, ça c'est trop petit. On regardait sur YouTube, non, ça nous intéresse pas. Hein, ils ont ça, non, ça. Et quand on est venu ici, on a regardé les notes et je peux te dire, je l'ai partagé avec mes accompagnés en temps réel sur WhatsApp. Je leur disais dans les groupes WhatsApp, wesh, on a fait 3 visites et on a trouvé cet appartement. On a trouvé cet appartement, je crois, à la 2e visite. Il y a tellement de condos, tellement à visiter, ça aurait pu nous prendre beaucoup plus de temps. Non, on est parti sur un pari, on a manifesté ça. Les conditions étaient même pas réunies pour qu'on l'ait. Ils nous ont tellement aidés pour qu'on ait cet appartement que si ça c'est pas de la manifestation, c'est quoi? Alors on dit le coaching, ça marche plus. Ces choses-là, ça marche pas, on vend du rêve aux gens, ça marche pas, nanana. Si, mais il faut savoir pratiquer. Et notamment, il faut s'occuper de ce qui est déjà inscrit dans ton cerveau. Parce que ce qui est déjà inscrit dans ton cerveau, dans ton inconscient et dans ton subconscient, en fait, ça va avoir un impact sur ce que tu vas pouvoir matérialiser dans ta vie et aussi dans ta santé et aussi dans ta fertilité. Et voilà pourquoi je publie cette vidéo sur mes 2 chaînes. Parce que ça concerne à la fois le coaching de vie et la santé et la fertilité. C'est une collaboration
de mes deux chaînes. Je me collabore moi et moi, voilà. Mais je pense que ce sera vraiment intéressant pour chacune. Après, sur ma chaîne Réa Baïza, on va parler de tout ce qui est couple, de tout ce qui est épanouissement personnel. Moi, c'est au féminin, hein, donc je vais parler pour nous, mesdames, mais je vais aussi faire des vidéos pour les messieurs, pour que parfois ils comprennent notre point de vue. S'ils veulent bien m'écouter ou suivre un truc que toi tu suis, parce que souvent ils sont là, ouais, tes trucs. Mais en tout cas, pour moi, le coaching est loin d'être mort. Les mauvais coachs, oui. Les coachs gourous, comme le dit le film, où c'est un petit peu too much, oui, mais quoique, moi j'ai été à un événement de Tony Robbins et j'avoue qu'il y a eu un avant et un après parce que la dimension de pouvoir illimité, elle s'est vraiment ouverte à ce moment-là chez moi. Ça m'a fait tomber des barrières, des plafonds de verre que je m'étais installé moi-même. Et encore une fois, si dans ta tête quelque chose ne te semble pas possible, ça va être très difficile pour toi d'y arriver. Et malheureusement, on est très nombreux à penser que des choses qu'on croit que c'est possible pour nous alors qu'en fait on a un plafond de verre et on s'en rend pas compte. Et dans la fertilité ça joue, dans plein d'autres domaines ça joue. Si t'as un domaine de ta vie qui va pas bien et que c'est comme ça en plus, t'as l'impression que c'est récurrent, eh ben il y a une programmation qui est pas bonne. Et cette programmation qui est pas bonne, même si tu fais des efforts pour la dépasser, ça va pas suffire. Tu auras un petit peu comme moi j'avais en me remettant du cancer du sein, j'ai déployé plein d'efforts, mais la reprogrammation était pas bonne. J'avais pas digéré le fait d'avoir eu un cancer. J'avais pas digéré plein de choses, mais tellement de choses. Et quand j'ai commencé à écouter mes audios en 2024, je peux te dire que là, il y a eu de la digestion. Oh là 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 là, il y en a eu. Mais j'ai pas filmé. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est pour ça que là, avec le deuxième pan de ma remise en forme, j'ai décidé, ok Isabelle, t'es dans le cadre, t'as tout ce qu'il faut, et bien là, tu vas partager sur YouTube parce qu'il y a plein de personnes qui ont besoin de savoir que ça marche. Et je peux déjà te le dire, je vise une remise en forme telle que celle que j'ai vécue quand j'appliquais ça. C'est-à-dire que je prévois vraiment de retrouver une forme, mais d'être capable de danser, de bouger, les genoux, ça sera réglé. Je prévois vraiment cette forme-là. Maintenant, est-ce que je suis devin et est-ce que je suis Dieu? Absolument pas. Donc, je ne sais pas ce que me réserve demain. Peut-être que je peux même faire une rechute du cancer. Je touche du bois, je prie pour que ce soit pas le cas. Je pense vraiment que ce qu'on projette nous attire des choses. Et je te dirai des choses par rapport au cancer du sein qui, je crois vraiment, en plus de la position que j'avais par rapport aux hommes, m'a amené indirectement à matérialiser ça, à matérialiser cette maladie dans ma vie. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, je fais vraiment attention à mes pensées, à mes positionnements, justement pour éviter une récidive et en plus, pour aller chercher un maximum de guérison. Mais tu vas voir que, pour autant, je fais pas comme la plupart des personnes que tu vas voir sur le net ou en parler. Oui, j'ai changé ma vie, mais je compte sur mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer dans un régime alimentaire. En tout cas, pour le moment, c'est pas ce que je ressens devoir faire, d'accord? Donc, tu vas me voir manger même des cochonneries. Tu vas me voir pas avoir l'hygiène de vie la plus pure. Je reste dans la vie et je reste qui j'étais. Mais en revanche, tu vas aussi me voir faire certaines choses parce que ça m'est imposé par mon corps. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va voir ce que mon corps m'impose ou la manière dont mon corps gère les choses qui vont m'arriver, où est-ce que ça va m'amener. Je vais te décrypter ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe dans ma tête et ce que j'en fais. Et tout ça, je vais te le montrer en image. Donc, si l'aventure t'intéresse, lâche-moi un pouce et abonne-toi pour participer à cette aventure. Je suis sûre qu'elle va t'apporter. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça, de ma situation. Je te ferai d'autres petites vidéos pour te parler de certaines choses clés de ma vie, te parler de mon rapport à l'alimentation qui était vraiment particulier et de comment j'ai réglé ça, de te parler un petit peu plus de dans quel milieu j'ai grandi parce que ça explique beaucoup des limites que j'ai pu développer par le passé et pourquoi j'ai eu besoin de ce livre pour matérialiser certaines choses. Donc il y a des petites vidéos à thème que je ferai comme ça ou des petites introductions sur mes vlogs journaliers. J'espère que cette aventure te plaira autant que moi, ça me plaît de te partager les choses. J'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. Je te le dis, je suis en toute transparence, je t'ai dit sur ces vlogs. Je suis coach et thérapeute, mais je suis aussi une femme avec ses doutes. Souvent, mes accompagnés avaient l'impression que c'était plus facile pour moi. Absolument pas. Je suis comme toi et comme tout être
humain. Et les coachs, les mentors que tu vois sont pareils. Sauf que eux, ils montrent pas les limites. Ils montrent pas le travail qu'ils font sur eux. Ils montrent pas les doutes. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le film Gourou, parce qu'ils ont montré tout cet autre aspect. C'est pas parce que tu encourages les autres à se dépasser et à y croire que toi tu crois à tout possible pour toi. C'est pas vrai. Et je te disais, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur en me disant, qui suis-je pour qu'elles aient envie de regarder mes aventures? En fait, tout le monde s'en fout. Je vais te dire toute la vérité, j'ai eu envie de les effacer tellement quand je me suis regardée, ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est comme ça que je suis. J'ai vu les rushs de janvier et j'ai vu à quel point j'étais pas bien. Pourtant, il y a eu beaucoup d'améliorations en 2025. Et en fait, quand tu t'améliores, c'est pas une ligne droite. Tu t'améliores et tu rechutes. Tu t'améliores et tu rechutes. Tu rechutes pas aussi bas. Donc tu t'améliores, tu rechutes. Tu t'améliores, tu rechutes. Tu t'améliores, tu rechutes. C'est ce que j'ai vécu 2026, là, en janvier. J'avais très très faim ici et j'avais repris du poids. Mais surtout, mon estomac, c'était un trou sans fin, vraiment. J'avais tout le temps faim. Et je voyais bien que j'allais pas dans la bonne direction, mais c'était comme si je pouvais pas l'arrêter. Ça m'a d'ailleurs fait un petit peu peur par rapport à mon rapport à l'alimentation, mais comme je te l'ai dit, je ferai une vidéo là-dessus complètement parce que ça vaut vraiment le coup que j'en parle. Et cette vidéo-là, elle sera sur la chaîne Réa by Isa parce que c'est sur les comportements alimentaires et sur les addictions. Et là, je vais partager quelque chose que j'ai jamais partagé en grand public comme ça. S'il y a des gens de ma famille qui regardent ma chaîne, il y en a qui vont peut-être être étonnés de savoir le calvaire que j'ai vécu. Mais bon, si on est en pleine transparence et vu que j'ai réussi à m'en sortir sans passer par la psychothérapie, etc., je pense que je dois vraiment tout partager pour que chaque femme comprenne que, en fait, on a des mécanismes pour s'autoréguler. Alors, je recommande pas à tout le monde de faire comme moi. J'ai quand même des connaissances aujourd'hui. Je suis thérapeute moi-même. J'ai accompagné des milliers de personnes. Donc, il y a des choses que je peux faire seule. Mais savoir que tu peux être accompagné et obtenir ce type de résultat, je pense qu'aujourd'hui, vu comment on vit, vu les enjeux au niveau de la santé physique et mentale, je peux plus me taire. J'espère que ce premier épisode de cette série New Me 2026 t'aura plu. La prochaine vidéo, je vais t'expliquer mes objectifs et puis on va aussi passer directement dans ces fameuses journées pour que tu vois à quoi ressemble mon quotidien ici. Tu verras, c'est pas super fun, je fais pas des choses extraordinaires. Je suis en bootcamp, vraiment. Allez, je te dis à très bientôt. J'espère que cette série va t'aider toi aussi à grandir et à aller chercher le meilleur pour cette année 2026. Bye bye.